clore aujourd'hui ce court mais très intense cycle sur la littérature russe, avec cette conférence qui a pour ambition et objectif de vous faire voyager du début du XXe siècle, de la fin du XIXe, jusqu'au début de notre siècle à nous, qui entame déjà sa troisième décennie. Voilà. Alors, le titre de mon intervention aujourd'hui, c'est voulu aussi une amorce de problématiques. Comme nous allons le voir, la littérature russe ne cesse de se réinventer. Alors, comme nous allons le voir, comme nous l'avons déjà vu les dernières fois, ne cesse de se réinventer tout au long du XXe, à la fois de l'extérieur, puisque le contexte historique extrêmement tourmenté en est pour une grande part responsable, mais aussi en interne, entre guillemets, surtout dans une dynamique de résistance et de quête d'indépendance par rapport aux politiques, du littéraire par rapport aux politiques. Alors justement, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, cette relation de résistance et d'influence souvent mutuelle qui se poursuit encore aujourd'hui, puisqu'on entre dans une nouvelle étape qui ne saurait plus être appelée peut-être étape post-soviétique, une littérature post-soviétique, mais qui est encore nouvelle depuis les années 2000 environ, et qui s'est ouverte avec cette fameuse époque post-soviétique à partir de 91, comme nous allons le voir, une époque charnière à laquelle toute la littérature russe et le statut de l'écrivain en particulier, tel que nous l'avons étudié, tel que nous l'avons analysé, tel que nous l'avons vu depuis le début du XVIIIe siècle, a dû être complètement refondé, repensé face aux changements de taille historiques et culturels qui sont survenus à cette époque. Et cette réévaluation des valeurs, pour reprendre un terme que l'on va croiser tout à l'heure, du début du XXe siècle, va faire directement écho justement au XXIe, à ce qui s'est passé 100 ans auparavant. On va le voir dans un instant. Alors, nous allons voir pendant cette conférence aujourd'hui quelles ont été les voies de la littérature russe tout au long du XXe siècle et comment donc, elle s'est définie tout au long de cette période. Alors, dans un premier temps, nous verrons comment comment le début du XXe siècle a été une période cruciale pour l'identité de la culture et de la littérature russe en particulier, dans la mesure où le modernisme russe consacre l'entrée définitive de la culture russe en Europe, tout en étant synonyme d'un retour aux sources, prononcé et tout à fait déterminant pour cette identité nationale. Nous verrons dans un second temps que la révolution russe et le nouveau régime bolchevique ont eu un impact immense et évident sur la littérature russe du XXe siècle, non seulement à cause de la mainmise progressive du pouvoir sur la littérature, que nous avons déjà évoqué à la dernière conférence, vous vous en souvenez, mais également, et peut-être surtout, parce que le littéraire, après 17, n'a eu de cesse de se penser face aux politiques et par rapport aux politiques. Et ce qui a eu comme conséquence de conférer de nouveau, après cette période courte de modernisme, des avant-gardes, de conférer à l'écrivain de nouveau un statut hors norme. Alors, vous voyez sur le slide, soit le statut d'ingénieur des âmes en chef, c'est une expression de Staline des années 30, soit celui de martyr, que l'on verra qui va émerger un peu plus tard. Et puis, nous verrons enfin qu'avec la chute du régime en 91, le statut de l'écrivain, ce statut exceptionnel de prophète, de détenteur d'un pouvoir quasi équivalent, sinon plus important que celui de l'homme politique, ce statut exceptionnel de l'écrivain se trouve irrémédiablement altéré. Et depuis le début des années 90, l'écrivain russe et avec lui la littérature russe tout entière ont dû se réinventer pour s'adapter à de nouveaux paradigmes. Et puis je conclurai en espérant avoir le temps pour cela et de susciter des questions également sur ce qui se passe aujourd'hui, vraiment dans les dernières années dans la littérature russe. Et j'aimerais beaucoup surtout en fait entendre ce que vous en pensez, de ce que vous dites et de comment vous situez les différents auteurs célèbres qui viennent d'ailleurs souvent en France et qui sont traduits en français dans le processus littéraire russe, mais aussi mondial, évidemment. Alors, un premier point, donc, le modernisme russe, un vecteur puissant de russité, pour reprendre ce terme que j'aime bien,
en Russie et au-delà des frontières, avec en arrière-plan de mon slide la une d'une des revues qui naît donc dans ces années 1900, qui s'appelle La Balance, le livre, le signe astrologique, que vous voyez d'ailleurs un peu derrière, il est caché dans mon inscription, et c'est une des revues majeures du courant moderniste, du symbolisme russe, dont on va parler immédiatement. Alors, chacune de mes parties, cette fois-ci, vont être construites, vous allez le voir, autour de plusieurs questions, que je vais essayer évidemment de faire suivre les unes aux autres pour que ce soit un peu narratif, mais pour surtout vous permettre de voir à quel point, d'une part, c'est une immense période, c'est un immense pan évidemment de littérature qui est tout ce siècle, tout ce 20e et début du 21e, qu'il est très difficile d'englober dans une seule structure narrative, disons, dans une diégèse qui partirait du début de l'année 1900 à 2020. Et ce n'est pas du tout mon but aujourd'hui, puisqu'en 1h30, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé, point par point, année par année, trajectoire par trajectoire. Mais j'aimerais mettre l'accent sur certains épisodes clés, sur certaines publications, sur certains personnages. Donc je vais essayer de vous montrer le plus possible des visages pour certains, je n'ai pas de photos malheureusement. Et de mettre l'accent sur certains aspects clés de ces périodes qui vont se succéder donc, dans ce mouvement que je viens de vous décrire. Alors, ce modernisme russe par lequel on commence cette période, la période qui va de la fin du 19e au début du 20e siècle, c'est une période que l'on a coutume d'appeler l'âge d'argent. Alors, je vous ai montré l'ensemble des questions que l'on va se poser, et on va commencer par la première qui tombe sous le sens. Qu'est-ce que c'est que cet âge d'argent que vous avez sans doute entendu, vous avez déjà sans doute entendu parler de l'âge d'argent. Si vous êtes familier peut-être éventuellement de l'histoire de l'histoire de la littérature publiée chez Fayard, les grands livres rouges, sous la direction de Efim Etkind, Vittorio Strada, Georges Niva, etc., à partir des années 1980, vous avez peut-être vu que l'un des tomes, justement, consacré au début du XXe siècle, s'appelle comme ça, s'appelle l'âge d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que cet âge d'argent ? Qu'est-ce que c'est que cette dénomination métallurgique surgit on ne sait pas très bien où, et qui désigne donc une période que l'on connaît généralement en France, puisque la recherche académique, surtout, et ceci depuis les années 80, 70-80, se consacre de manière quasi exclusive à la période en question. L'âge d'argent est vraiment une période qu'on apprécie, que l'on aime, pourquoi ? Parce que c'est la période à laquelle la littérature russe, d'abord la poésie, mais aussi tous les autres arts, la musique, la danse, la peinture, etc., s'ouvrent de nouveau à l'Europe et fusionnent avec le processus culturel européen. Alors, ce que l'on va voir très rapidement, c'est qu'en réalité, ces processus sont particulièrement ancrés dans une tradition mouvante de la culture russe et que ces traditions, en réalité, préparent quelque chose de tout à fait innovant en domaine slave et russe en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est que cet âge d'argent ? L'âge d'argent, c'est un terme qui n'a pas été inventé par les modernistes. L'âge d'argent est un terme que l'on retrouve sous la plume de Anna Akhmatova, la très grande poétesse et célèbre du début du XXe siècle, qui a vécu une longue vie, jusqu'en 1962, et qui a même éduqué, élevé, peut-on dire, une nouvelle génération de poètes, justement, à la fin des années 50. Cette nouvelle génération dont a fait partie, Joseph Brodsky, un futur prix Nobel, comme on sait, de littérature. Dans son poème Sans héros, qu'elle compose, je ne vais pas dire rédige parce qu'elle ne le rédige qu'en partie, qu'elle compose sur cette très très longue période d'une vingtaine d'années, entre 40 et 62. Dans ce poème Sans héros, il y a un vers qui dit en russe, et le croissant de l'huile argentée, littéralement, au-dessus du siècle d'argent refroidissait. Il s'agit
de l'entrée en matière des morceaux du poème qui traite de l'année 1913, de celle où tout avait commencé. Tout commencé, en fait, était déjà en passe de se terminer, puisqu'on était à la veille de la guerre et de la Révolution. Mais 1913, voilà, c'est le point d'acmé, c'est l'apogée de cet âge d'argent, de cet âge tout à fait particulier, de ce siècle extraordinaire de foisonnement culturel et artistique exceptionnel. On retrouve également cette expression sous la plume de Sergei Makovsky, que vous voyez à l'écran. Sergei Makovsky, qui est un personnage tout à fait crucial, qui a immigré peu après la Révolution, qui a terminé sa vie en France, mais qui, entre 1909 et 1917, était le rédacteur en chef et le fondateur du journal de la revue Apollon. Donc vous voyez ici aussi une des illustrations avec avec le profil, le buste d'Apollon, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce célèbre aussi buste d'Apollon qui trônait dans le bureau d'Alexandre Burck, un très grand poète de la même période, et qui était une sorte d'alter ego jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en 1921. Bref, et Sergei Makovsky, ce n'est qu'en 1962, là aussi, qu'il consacre un livre de mémoire, juste avant de mourir, à cette période qui s'appelle « Sur le Parnasse de l'âge d'argent ». Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet âge d'argent et quand commence-t-il? Alors, il commencerait peut-être en 1894, lorsque Valéry Brusov, que vous voyez au tableau, donc Brusov, un poète symboliste de la première génération des symbolistes, extrêmement célèbre là aussi, qui va se ranger du côté des bolcheviks après la Révolution, publie un recueil poétique qui s'appelle « Les symbolistes russes », ruski symbolistes. En fait, dans ce recueil, qui s'est présenté comme un almanach, comme un recueil de poètes divers et variés, en fait, c'est lui l'auteur de tous les poèmes, mais il invente plusieurs pseudonymes, il invente plusieurs personas pour faire semblant, pour convaincre le lecteur, pour convaincre le public qu'en fait, il s'agit d'un phénomène déjà tout à fait engagé et ancré dans quelque chose qui va devenir effectivement un phénomène, alors sinon mainstream, il ne s'agit surtout pas de ça, mais un phénomène extrêmement important dans la culture russe de l'époque. 1994. Est-ce que c'est Dimitri Merezhkovsky qui est lui aussi l'un des représentants de cette première vague de symbolisme qui va donner le là, en quelque sorte, à la nouvelle période, à ce nouveau pan culturel qui s'ouvre à la fin du XIXe siècle, lorsqu'à peu près à la même époque, en 92-94, il publie un article, d'abord il prononce un discours, puis il transforme en article qui s'appelle « Des causes de la décadence et des nouvelles voies de la littérature russe », dans lequel il dénonce le matérialisme de l'époque précédente et appelle à une création esthétique fondée sur le symbole, sans savoir vraiment très bien définir ce que c'est que ce symbole. Et certains commentateurs placent le début de l'âge d'argent à un discours très célèbre prononcé par Todor Dostoïevski, que vous voyez là ici, que vous reconnaissez évidemment, en 1880, lors de l'inauguration du monument à Pouchkine à Moscou. Et c'est ce célèbre discours sur Pouchkine, sur l'universalité de Pouchkine, comme on sait, qui, là, selon certains également commentateurs de l'époque, mais aussi selon certains spécialistes de littérature, marquerait le début d'une toute nouvelle période dans la culture russe. Parce que Dostoïevski aurait insisté dans ce discours, justement, sur les nouvelles voies que devait prendre la littérature russe, sur les nouvelles voies que devait prendre la littérature russe et la culture russe en général pour opérer un changement de paradigme, pour opérer un changement de tendance et pour dire adieu précisément aux tendances dont nous avions vu quelques détails la dernière fois, les tendances surtout de la critique démocratique des années 60, cette critique qui, selon Dostoïevski et beaucoup d'autres, était beaucoup trop restrictive pour l'œuvre littéraire. Alors, cette fin du siècle russe, parce que je n'ai toujours pas dit en quoi ça consistait, une période extrêmement riche, culturellement parlant, et c'est une période au moment de laquelle, précisément,
toute l'œuvre de la littérature russe classique, de Dostoïevski, de Tolstoï, de Pouchkine, etc., et de Gogol, devient un héritage, est conçue en termes de patrimoine. Alors, d'une part, elle est conçue en termes de patrimoine, et d'autre part, elle est appréciée, et elle est lue et relue pour certaines de ses œuvres sous un jour tout à fait nouveau, où contrairement précisément aux tendances de la critique des années 1960, les nouveaux poètes de la génération des années 1890 et les nouveaux critiques littéraires, même des générations encore précédentes, préféreront voir dans les romans de Dostoïevski, par exemple, ou les nouvelles de Gogol, non plus la simple dénonciation des iniquités sociales et la plainte adressée par le narrateur au petit homme, petit fonctionnaire que l'on retrouve sous la plume de Gogol et de Dostoïevski, mais qui choisiront de voir sous la plume de Gogol plutôt un maître du fantastique, enfin dans la plume de Gogol plutôt une plume fantastique, devrais-je dire, et, et sous la plume de Dostoïevski plutôt une réflexion sur ce que c'est que la personne, ce que c'est que l'individu, ce que c'est que le contenu spirituel de la personne et de l'individu, et comment ce contenu spirituel, cet aspect religieux, cet aspect mystique quasiment, est en réalité le reflet aussi de la personnalité même de l'auteur. Alors, cette fin du siècle russe va se caractériser aussi par un sentiment que vont partager les artistes et hommes de lettres du début du XXe siècle, de venir après le siècle d'or de la culture russe, de ce choix du terme de l'âge d'argent, de venir après le siècle de l'épanouissement de la culture, mais aussi d'être à la veille de quelque chose de tout à fait drastique, de changements cruciaux, de changements aussi tragiques. Et là, c'est le messianisme russe aussi qui entre en force et qui entre en jeu, puisque la fin du siècle, l'esprit fin du siècle, qui partage d'ailleurs l'Europe entière, va en Russie s'accompagner d'une atmosphère d'attente apocalyptique, d'attente eschatologique de la fin des temps, ce qui ne va pas s'affaiblir avec les dates cruciales de 1904 et de 1905, la défaite de la Russie dans la guerre russo-japonaise et la bataille de Port Arthur en 1904, et en 1905, la première révolution russe. Et à partir de 1905, lorsque entre sur jeu, j'allais dire, entre sur scène les représentants de la seconde génération des symbolistes, donc on va dire un mot tout à l'heure, eh bien là, si vous voulez, toute l'atmosphère du siècle, toute l'atmosphère de l'époque, qui est marquée par une très intense création à la fois poétique, musicale, artistique, architecturale et prosaïque également, sera d'autant plus empreinte d'une réflexion sur le sens de l'histoire, sur la place de la Russie dans le cours de l'histoire universelle et sur le sens, bien évidemment, de cette révolution qui vient de se terminer et qui a été un échec en 1905, et sur le sens de la guerre à venir et de la révolution à venir, certains prévoyant déjà les cataclysmes futurs. Alors, c'est une période qui est marquée par un certain nombre de caractéristiques, et l'une des premières caractéristiques, et peut-être la plus importante, vu le manque de temps, je ne vais pas m'étendre plus largement sur l'âge d'argent, mais c'est une période qui, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, c'est une période qui a été nommée par le philosophe Nikolai Berdiaev une renaissance russe. Ce philosophe que vous connaissez peut-être, qui a fini lui aussi sa vie en France, il a émigré de manière forcée, il a été forcé à l'exil en 1922, il a été placé avec un très grand nombre d'autres intellectuels et écrivains sur la fameuse nef des intellectuels, le bateau des intellectuels, que Lénine expédia hors de Russie en 1922. Et Berdiaev, qui au début du XXe siècle était présent sur la scène littéraire, il était proche des poètes et artistes justement symbolistes, a laissé un livre autobiographique de souvenirs, une sorte de confession philosophique sur cette période, et a nommé cette période donc celle d'une renaissance. Alors c'est très intéressant parce qu'on dit renaissance, on se dit bah oui, ça veut dire qu'avant les choses étaient peut-être un peu somnolentes,
Et puis là, voilà, Renaissance. Donc, vous imaginez que, par contre-coup, hein, a posteriori, on a eu tendance aussi très souvent, surtout à la fin du XXe siècle, de juger la période précédente, justement celle de la seconde moitié du XIXe siècle, sans compter les grands romanciers, Dostoïevski, mais tout le reste, entre guillemets, que l'on connaissait moins, de juger cette période précédente à l'aune précisément de l'épanouissement intellectuel et artistique qui allait survenir à la fin du XIXe et au début du XXe. Donc voilà, Renaissance, on pourrait croire, ben voilà, avant tout était un peu grisailleux, et puis maintenant, extraordinaire éclat et Renaissance. Pas exactement. Ce que dit Verdier, c'est qu'il faut le mettre dans le contexte de l'emploi simplement linguistique de ce terme, comme eh bien, on l'a employé pour l'Europe pour les 14e, 16e siècle. Le mouvement culturel et spirituel d'alors, écrit Verdier, était une sorte de romantisme russe. Il était le moins du monde classique par son inspiration, contrairement justement à la Renaissance européenne. L'esprit romantique, entre autres, se manifestait dans la prépondérance de l'élément érotique et esthétique sur l'élément éthique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je souhaite continuer avec une autre citation qui appartient à Sergei Makovsky, que je retrouve ici, notre rédacteur en chef du journal Apollon. Apollon étant un titre choisi très peu au hasard, puisqu'il renvoie en réalité à Nietzsche, à l'esprit de musique et à l'ouvrage consacré à Dionysos et à Apollon. Et tout le symbolisme russe, tout le modernisme russe sera une lutte justement entre l'esprit d'Apollon et l'esprit dionysiaque. Et Sergei Makovsky, qui dans le premier numéro d'octobre 1909, dans l'éditorial, notait « Les objectifs d'Apollon demeurent, quoi qu'il en soit, purement esthétiques, indépendamment des nuances idéologiques, sociales, éthiques ou religieuses que peut avoir le symbole du dieu à l'arc d'argent, Apollon, chez tel ou tel auteur. Que l'art touche à tous les domaines de la conscience culturelle, il ne nous en est pas moins cher comme un domaine indépendant. » L'âge d'argent, tout le modernisme russe, toute cette première période du XXe siècle, déclare haut et fort l'indépendance de l'art de tous les autres domaines, en premier lieu du domaine éthique, moral, social et politique. La littérature russe va se détacher de ce domaine qu'a été la critique sociale des années 60, marquée justement par les années 60, et va se détacher progressivement, et parfois par des ruptures assez criantes, des problématiques morales, des problématiques éthiques, des problématiques humanistes de cette grande littérature russe classique du XIXe siècle que l'on connaît tous et que l'on apprécie chez Tolstoï ou Dostoïevski pour Ah oui, j'avais dans Makovsky ici, c'était fait exprès. Alors, la période est, je viens de vous le dire, caractérisée par plusieurs aspects extrêmement importants, que sont donc l'épanouissement de la poésie, le retour de la poésie sur l'avant-scène de la littérature, après une période marquée par la prose. C'est une période qui est extrêmement importante également en termes de conscience de la qualité artistique de la vie et la théâtralisation du monde. Tout le monde des théâtres, pourrait-on reprendre la formule shakespearienne et l'adapter à la suite des protagonistes de notre histoire à cette époque, à cette période. Le monde est danse également, hein, le monde est représentation, et cette représentation, elle est visible dans la peinture symboliste, par exemple, comme la Dame en bleu de Somov, dont je me rends compte que vous n'avez pas le nom, excusez-moi, à l'écran. Somov est l'auteur de ce très célèbre tableau, de ce Dame en bleu, où vous voyez derrière une petite scène aussi comme tirée de la littérature, d'un roman de Tourguenieff. Je ne sais pas si vous voyez tout au fond, sur le banc, la jeune fille et le jeune homme, et puis peut-être une sorte de jeune homme légume qui se balade, qui entre dans le tableau. On a l'impression d'être dans le tableau avec cette dame en bleu, dont le bleu fige bien sûr le regard et attire le regard, et qui
confère un aspect quasi mystique à ce tableau. Vous voyez aussi, regardez le contraste entre le traitement par exemple de la dentelle extrêmement précis de la dame, de sa robe, mais à côté de ça, le bleu qui est beaucoup plus retraité avec des aplats beaucoup plus gros, hein, plus grand en taille, et qui confère justement cette fluctuation en quelque sorte entre les mondes, entre notre univers à nous, notre dimension, et celle de la dame en bleu. C'est une période qui également favorise la théâtralisation et qui refuse tout historisme au profit d'une volonté d'esthétiser, de styliser le monde, ce que l'on voit ici dans un tableau célèbre d'Alexandre Benoît, l'un des peintres du monde de l'art, une entreprise artistique née en 1898 et qui va être à l'avant-garde là aussi de tout ce processus moderniste et de modernisation de la rue du début du XXe siècle. C'est une promenade à Versailles, la promenade de Louis XIV à Versailles, où, comme vous voyez, ce qui est au centre n'était pas la promenade elle-même, avec ce personnage extrêmement bien dessiné et stylisé, on dirait une bande dessinée un tout petit peu, mais c'est aussi, regardez, la surface de l'eau, la surface de la petite fontaine, qui reflète exactement ce qui se passe du côté de la réalité, à tel point qu'on ne sait pas vraiment là encore où regarder, du côté de l'autre monde, en quelque sorte, de l'autre dimension, ou de notre dimension à nous. Et puis, enfin, l'un des tableaux clés, peut-être pas encore plus tôt, en 1890, l'un des tableaux phares, des tableaux symboles peut-être de cette période, c'est le démon assis de Mikhail Vroubel. Vroubel est donc ce peintre qui était extrêmement apprécié par les poètes symbolistes et par les modernistes en général. Et ce démon assis, qui est une référence implicite et symbolique à Lermontov, au poète Mikhail Lermontov, qui, comme vous vous souvenez peut-être, je crois que je l'avais mentionné en 1840, signe un démon, un poème qui s'appelle Le Démon. Et bien c'est lui, ce démon de Vroubel. Là aussi, Vroubel joue sur la matière, sur les matières. On a l'impression, regardez, on ne sait pas très bien contre quoi il a adossé ce démon, qui est extrêmement humain dans son expression, dans l'expression de son visage, mais qui en même temps est complètement, évidemment, fantasmagorique. Il a beaucoup trop de muscles pour un homme normal, mais tout en étant d'une autre dimension, puisque justement c'est un démon, et son regard est plein de peine et de douleur, et Vroubel ne fait ici qu'illustrer justement une lecture extrêmement personnelle, extrêmement subjective, extrêmement symboliste justement du poème de Lermontov. Et puis remarquez comment le peintre traite de la facture, pour reprendre un terme un peu anachroniquement qui viendra quelques années plus tard dans les débats des artistes russes puis soviétiques, la facture justement de ce granit, de ces trolls, de ces fleurs, de ce petit parterre de fleurs, quelque chose qui est derrière ce démon, qui est derrière la figure masculine, qui est sans doute tout simplement la montagne, puisqu'on est censé dans le Caucase et on voit le coucher du soleil au loin, mais qui est traité comme un vitrage, comme un vitrail, comme un vitrail, c'est-à-dire on a l'impression que ce sont des aplats de morceaux de verre, de mosaïques, qui rappellent plutôt les expériences avec la céramique et avec le verre, justement, que les peintres russes opéraient, les expériences que les peintres russes faisaient dans ces années-là, et à partir des années 1870, dans les lieux de création, comme était par exemple le domaine de Abramtsevo. Je ne vais pas montrer, mais c'est un élément extrêmement important. Alors, il faut remarquer ici, bien sûr, donc, tout ce que je viens de vous dire sur la qualité démoniaque, bien sûr, de ce personnage, mais aussi la manière dont ce tableau a influencé, a eu une répercussion extrêmement importante sur ses spectateurs et sur les lecteurs de la vie de Vroubel, qui ont vu en Vroubel lui-même, donc en notre peintre, un démonisme actif. Je cite ici Makowski, notre rédacteur en chef d'Apollon de tout à l'heure. Et ce que fait Vroubel, et pour ses poètes symbolistes, et pour ses critiques, une œuvre totale.
une œuvre, on va reprendre ce terme maintenant récemment, de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre totale, la synthèse des arts, qui va mettre en commun, qui va accorder ensemble à la fois la poésie, l'art appliqué, les arts appliqués, je vous ai parlé de céramique, et puis bien sûr la peinture. Il suffit d'ajouter à cela la musique, et nous allons passer à la suite de manière tout à fait cohérente, puisque en ajoutant la musique, on retrouve un phénomène extrêmement célèbre, extrêmement important de cette période, un phénomène qui porte le nom des ballets russes, comme l'on sait. Et ces ballets russes, qui ont été une entreprise de Sergueï Diaghilev, que vous voyez ici sur le tableau, une entreprise portée sur scène par Nijinsky, que vous voyez ici par exemple dans une affiche, la 6e saison russe, et une entreprise qui a mis sur le devant de la scène culturelle européenne excusez-moi, je perds le mot, le compositeur Stravinsky, Igor Stravinsky, et ce style russe, ruski style en russe, c'est la même chose, si particulier que l'on trouve dans les ballets comme Petrouchka ou bien sûr le Sacre du Printemps de 1905. Ce Sacre du Printemps qui a tellement choqué d'ailleurs le premier public que les réactions n'ont pas du tout été laudatives, bien au contraire, puisque Stravinsky a fait venir sur scène, a fait danser plutôt au son de musique qui paraissait complètement barbare aux oreilles françaises et même d'ailleurs aux oreilles russes, et a fait danser, Nijinsky a fait danser ses compagnons sur scène, et d'ailleurs s'est fait danser lui-même dans un style qui n'avait plus rien à voir avec le ballet classique, celui de Marius Petipa, importé en Russie au XIXe siècle. Et alors, la question qui se pose, et c'est pour ça que je l'ai posée en ces termes, qu'est-ce que c'est que ce style russe et pourquoi les ballets russes n'ont-ils jamais été montrés en Russie? Parce que, c'est bien ça le paradoxe, si j'ose dire, c'est précisément que ces ballets russes et tout ce qui concerne justement ce style russe, cette russité retrouvée du début du XXe siècle, c'était en réalité un produit pour l'exportation. Un produit pour la présentation de la culture russe à l'étranger et une russité que l'on trouve dès, je reviens à une slide, 1900. Le palais de la Russie que vous voyez sur la photo, c'est le pavillon russe à l'exposition universelle de Paris de 1900 et cette exposition consacre véritablement l'un des tournants majeurs de ce premier modernisme, pour employer ce terme large qui recouvre tous les phénomènes de la période, l'un des jalons extrêmement majeurs, un jalon au moment duquel les peintres et les artistes russes se rendent compte qu'il faut qu'ils se nourrissent de l'imaginaire national, de matériaux nationaux, de la culture populaire, de ce qui va devenir la culture populaire dans ce discours artistique qui commence à émerger dans ces années 1900 pour créer un art véritablement national, mais un art qui aura toutes les caractéristiques et tous les aspects extérieurs et toute la valeur également, toute la qualité d'un vrai art, entre guillemets, d'un art savant, en fait, d'un art de l'élite, d'un art qui sera passible d'être précisément exporté en Europe et apprécié en Europe. Et c'est la première fois, en réalité, que les artistes russes, et je dis artistes en général, puisqu'il s'agit encore une fois de spécialistes de l'architecture, de céramique comme de peinture, mais aussi de musique, comme dans le cas de Stravinsky, se disent qu'en puisant dans le national, en puisant dans ce qui est propre à la culture russe, alors en fait en inventant aussi en partie cette culture populaire, eh bien, l'art russe, la culture russe pourra s'identifier à elle-même, pourra se confronter d'égal à égal à la culture européenne, qu'elle intègre aussi au même moment, suivez-moi, de manière tout à fait rapide et accélérée. Puisque c'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe que la culture européenne, rien que du symbolisme justement, ce mot que je n'arrête pas d'utiliser depuis tout à l'heure, en
en poésie, eh bien, pénètre dans la littérature russe. Et Brussov, que vous avez vu tout à l'heure, celui qui a publié son almanach des poètes symbolistes, est le premier traducteur de poètes parnassiens français en russe. Et en fait, c'est une période extrêmement intéressante, puisque c'est la période pendant laquelle la Russie s'imprègne de façon extrêmement étroite de culture européenne, en particulier française d'ailleurs, mais pas seulement, puisque toute une relecture de la philosophie allemande a lieu, qui est aussi nourrit énormément la pensée moderniste, mais en même temps, il y a ce retour aux sources nationales, ce retour aux sources populaires, qui se manifeste par exemple dans la création d'un art russe, d'un style russe dans la peinture, comme ici dans ce tableau que vous connaissez peut-être, qui est très célèbre, qui se trouve à l'entrée du musée russe à Saint-Pétersbourg, de Viktor Vasnitsov, lépreux, en 1898. Ce sont les personnages des Bouilines, des contes russes, de ces épopées populaires, que Viktor Vasnitsov, j'allais dire porte à l'écran, porte sur son tableau, dans une toile immense, qui est presque plus grande encore que ce que vous voyez là, derrière moi, et où l'on voit ce souci de la stylisation, justement, ce souci de reproduction et d'embellissement d'éléments du patrimoine artistique national, populaire, puisqu'il s'agit de personnages de la littérature orale, de la tradition orale, et tout ce processus est ce qui conduit précisément à créer, à mettre en place, pour reprendre le terme des chercheurs spécialistes de la question, d'un projet de nationalisme esthétique. On est en plein dans la création d'une culture véritablement nationale, d'une culture nationale dont on sent la nécessité, surtout à la charnière de 1905, avec la défaite dans la guerre russo-japonaise et la première révolution russe. Et l'une des personnes qui va en poésie, l'un des théoriciens qui va en poésie porter justement cette idée de retour aux sources, de puisement dans les sources populaires et de création d'une véritable culture poétique russe qui aurait pour source le folklore, mais un folklore stylisé bien entendu, c'est Vyacheslav Ivanov, que vous voyez ici assez sagement représenté, je dois dire. Il y a d'autres représentations, mais j'ai choisi cette fois-ci, c'est celle-ci. Et il y en a d'autres, on le voit, il a ses cheveux qui sont dressés sur sa tête, mais il a une tête assez folle. C'est un poète qui vient à la poésie sur le tard, au début des années 1900. Il fait partie de la deuxième génération des symbolistes. C'est-à-dire qu'il commence en fait à publier à partir de 1901-1902, alors qu'il est le plus âgé. Mais avant d'être poète et théoricien, et l'un des théoriciens principaux du symbolisme, il a fait des études en Allemagne où il a notamment soutenu une thèse en latin sur un principe du droit romain. Voilà. Donc il s'est reconverti et est rentré après un long période de migration en Allemagne puis en Italie. Il est rentré en Russie, il s'est installé à Saint-Pétersbourg, dans le centre de Saint-Pétersbourg, pas trop loin de Nevsky, dans un appartement qui était situé dans une sorte de tour d'un immeuble. C'est un immeuble très caractéristique de cette architecture, là aussi moderne en réalité, de la fin du 19e. Et la tour dans laquelle se situait son appartement, qui existe encore aujourd'hui, a commencé à s'appeler comme ça, la tour de Vyacheslav Ivanov. Et dans cette tour, tous les mercredis, si ma mémoire est bonne, pas que j'ai pu y assister, mais tous les mercredis, pendant plusieurs années, se réunissait la fine fleur de la poésie russe du début du XXe siècle, en particulier des gens extrêmement célèbres comme Zinaïda Ghipeus, par exemple, l'épouse de Merezhkovsky, Alexandre Blok, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des poètes principaux de la période, et Andrei Bely, mais aussi Nikolai Berdyaev, Mikhail Kuzmin, etc. etc. Et lors de ces soirées, à la tour de Vyacheslav Ivanov, cette théâtralisation du monde dont je vous ai parlé, eh bien,
prenait un aspect véritablement carnavalesque, hein, pour reprendre un terme qui là aussi sera changé un peu plus tard, puisque tout ce petit monde adorait se déguiser, surtout en prêtres et prêtresses de cultes antiques, le culte des Dionysos justement, se déguiser, c'était les soirées de Hafiz, le nom de ce poète oriental du Moyen-Âge, les soirées de Hafiz, elle devait se déguiser, jouer des pièces de théâtre, réciter des poèmes. C'est là que par exemple Alexandre Bock a pour la première fois récité au début des années 1900, au milieu des années 1900, son poème très célèbre L'inconnu, mise d'un conque, sur le toit de l'appartement de Vítězslav Ivanov. Et cette petite cellule artistique hein, qui prenait l'art pour la vie et la vie pour une œuvre d'art était extrêmement représentative de toute une atmosphère caractéristique du modernisme russe qui, encore une fois, englobait toutes sortes de tendances, depuis le symbolisme jusqu'au futurisme, puisque même le futuriste Vladimir Maïakovski, par exemple, que vous connaissez évidemment du nom, aimait bien, dans les années 1910, se déguiser, lui aussi, hein, créer son personnage poétique avec sa chemise jaune. Hein. Maïakovski, il arborait une chemise jaune, et la chemise jaune de Maïakovski, c'était en quelque sorte son uniforme poétique, hein, son uniforme littéraire. Et j'en viens par là à une question, excusez-moi, que je pose en dernier lieu, mais je vais revenir à la précédente juste après pour pas en sauter. Cette création de vie symboliste hein, que l'on retrouve dans ces rituels, dans ces modes de vie ritualisés chez Vítězslav Ivanov, que l'on retrouve jusque chez Maïakovski, que l'on retrouve chez André Belly, que vous avez vu tout à l'heure, a théorisé le concept même de création de vie. C'est un concept et une posture extrêmement importante pour le modernisme russe en général et qui va demeurer extrêmement importante tout au long du XXe siècle, même si il ne pourra plus être pratiqué ouvertement, ou du moins ne pourra plus être pratiqué avec les mêmes règles et avec les mêmes possibilités à partir du milieu des années 20 environ. La création de vie, juste en russe, c'est la manière de percevoir sa vie comme une œuvre d'art. Et c'est la volonté de vivre sa vie comme une œuvre d'art, c'est la nécessité de tendre dans sa vie à être une œuvre d'art vivante. Alors, ça a mené à des dérives. Il y a eu pas mal une grande vague de suicides, par exemple, parmi les jeunes lecteurs de Brussov au début du XXe siècle. Mais ça a créé aussi donc, ces personnages, ces personae, ces personnages de la littérature et de la poésie, dont certains ont survécu à la Révolution et qui ont transformé là aussi les paradigmes de la littérature russe et de la jeune littérature soviétique jusque dans les années 20, on le verra tout à l'heure. L'un des personnages qui a véritablement créé sa propre vie, je reviens, excusez-moi, à mon slide précédent, puisqu'il est l'auteur, carrément, si j'ose dire, d'un roman qui s'appelle La légende créée, en russe, et qui est une sorte là aussi de b.a.-ba, hein, de mise en pratique de cette théorie, encore une fois symboliste, de création de vie, c'est Fyodor Solovou, bien sûr un pseudonyme. Fyodor Solovou, qui est un poète, un écrivain, donc un théoricien, un critique littéraire, mais qui, sous son vrai nom de Teternikov, était un inspecteur de collège. Et vous voyez d'ailleurs sa tête, elle n'est pas particulièrement moderne, hein, moderniste. Non. Par contre, il est l'auteur de ce personnage littéraire, hein, de lui-même, hein, qui bien sûr est lui-même, qu'il a pratiqué, qu'il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie extrêmement tragique. Il est mort en Union soviétique des suites, entre autres, d'une terrible dépression. Sa femme s'est suicidée peu après la Révolution. Mais
avant ces événements tragiques, il est à l'avant-garde, il est à l'avant-poste du symbolisme du décadentisme russe. C'est l'un des premiers décadents russes, et donc l'un des premiers, comme je viens de vous dire, théoriciens de cette création de vie. Et l'une des questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est pourquoi le démon mesquin de Féodor Sologub marque-t-il le début d'une nouvelle prose russe, et quelle valeur de la littérature russe, la grande littérature russe, parce que je l'écris avec une majuscule, le modernisme réévalue-t-il? Encore une fois, là je reprends une terminologie de réévaluation des valeurs, Périatson Kotsan, c'est en russe, qui appartient à Merezhkovsky. Eh bien, Féodor Sologub, effectivement, en 1905, publie un roman qui était traduit en français. Je vous donne l'une de ses versions traduites en français. Il a aussi été traduit sous le titre Un démon de petite envergure, que je trouve moins heureux que le démon mesquin. Il s'agit d'un roman, Mélky Bies en russe, que Sologub commence à publier en 1905 et qui va mettre en scène le personnage le plus mauvais, le plus méchant de toute la littérature russe. Le plus mauvais, le plus mauvais de toute la littérature russe, c'est le personnage principal, qui est un anti-héros, bien entendu, qui s'appelle Peredonov, qui est un professeur, là aussi, comme d'ailleurs l'auteur, et qui est possédé par une sorte de diablotin. Le diablotin s'appelle la nédoté comme que grise. Alors, la nédoté comme que c'est un terme, un néologisme inventé par Sologub qui est intraduisible, à moins d'inventer un néologisme en français, et dans lequel on entend quelque chose comme de pas réalisé, de pas entièrement fait, niedo, quelque chose qui n'est pas entièrement fait. Parce que, en fait, c'est la grisaille, c'est l'entre-deux. Pourquoi elle est grise, justement? Parce que c'est ni le bien, ni le mal. C'est quelque chose qui est inhérent à chacun d'entre nous. Et, dit Sologub, le véritable mal, la véritable méchanceté de l'homme, en fait, réside dans sa mesquinerie, d'où le titre, et réside en réalité dans cet entre-deux moyen. Il n'y a pas de véritable grand héros, il n'y a pas de véritable grand méchant. Le véritable mal réside dans la médiocrité, ce qui va ensuite être repris dans le discours aussi de dénonciation de l'esprit petit bourgeois, de la mesquinerie petite bourgeoise, sous la plume de nombreux penseurs russes des années 1910 et 1920, en l'occurrence. Alors, voilà, c'est la médiocrité. Et ce que dit Sologub, c'est que le mal n'a pas de source sociale, de caractéristiques d'abord et avant tout sociales. Le mal est inhérent, encore une fois, à la nature humaine. Alors, je vous conseille vivement la lecture de ce roman, qui peut paraître un peu déprimant, mais qui en fait ne l'est pas du tout, parce que si son propos central, et c'est celui que je veux vous faire entendre ici, est de rompre précisément avec les grandes valeurs de la littérature russe classique du XIXe siècle, la littérature dite humaniste, la littérature qui met en avant le projet humaniste central, la possibilité de sauver les faibles et d'aider justement ceux qui ont été injustement bafoués, comme chez Gogol et Dostoïevski, on peut le croire, en lisant leurs critiques des années 60 ou des années ultérieures. Féodor Sologub rompt donc justement avec cette tradition humaniste, rompt avec le discours éthique de la littérature russe du siècle d'or, met en avant la médiocrité précisément et la nature médiocre du mal, il n'est pas le seul. Et ce qu'il fait également, c'est placer le discours sur le mal dans le domaine non plus du discours psychologique, du discours sur l'éthique et la psychologie du personnage, comme chez Dostoïevski par exemple, mais dans la dimension de l'esthétique. Et en faisant cela, Sologub va pratiquer une forme d'écriture qui aura un bel héritage tout au long du XXe siècle, et dont je vais reparler, c'est la parodie.
Et je vous conseille en particulier de prêter attention dans les démons des ce que vous allez tous évidemment le dire, à la scène du bal. La scène du bal qui est une parodie du topos, de ce lieu commun qui est la scène de bal dans la littérature classique russe, depuis Pouchkine jusqu'aux démons de Dostoïevski. Dans les démons de Dostoïevski, c'est déjà un peu une parodie d'ailleurs de la scène de bal classique, mais chez Solzhenitsyn, c'est porté véritablement à son comble, et cette scène de bal qui devient une scène de mascarade où les véritables personnalités, les véritables natures humaines se dévoilent dans tout un contexte extrêmement décadent d'ailleurs et hautement érotisé. Et bien Solzhenitsyn lance une toute nouvelle tendance dans la littérature russe, une tendance de privilégier, donc encore une fois, la stylisation et la réflexion esthétique à la réflexion éthique, et de voir l'homme véritable en quelque sorte, une nouvelle tendance qui sera brutalement interrompue, vous vous en doutez, par la mainmise de la doctrine officielle sur la littérature russe, qui aura lieu à partir de la fin des années 20 et qui résultera en la proclamation, je fais un saut dans le temps, en la proclamation dans les années 30 du principe du réalisme socialiste comme seul principe possible et authentiquement viable de l'écriture désormais. Et ce réalisme socialiste que l'écrivain André Platonov, un écrivain justement héritier des principes du modernisme dans les années 1920, va appeler une orgie d'humanisme, précisément pour montrer à quel point le réalisme socialiste, qui s'est voulu officiellement, ouvertement, le continuateur de la grande tradition humaniste de la littérature russe, en fait, a perverti complètement le projet, précisément ce projet anthropologique, ce projet humaniste de la littérature russe classique, et a conduit à une écriture de la non-vérité, du mensonge. Alors, j'avance dans le siècle, car je vois le temps qui passe, et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour conclure sur cette première période, qui est extrêmement importante, vous l'avez compris, une période d'épanouissement culturel, de foisonnement artistique, de synthèse des arts, une période qui est extrêmement marquée par la théâtralisation du quotidien, de la vie, par l'artistisme appliqué à la vie du poète, à la vie de l'artiste, qui est quelque chose que l'on va retrouver jusque dans les années 20. La question se pose, jusqu'à quand? Quand est-ce que ça se termine, cet âge d'argent? Je reviens à mes slides précédents. L'âge d'argent, alors, est-ce que ça se termine en 19... Attendez, excusez-moi. Est-ce que ça se termine... Bon, on va revenir ici. Est-ce que ça se termine en 1917, avec la révolution bolchevique, et la proclamation, dès le lendemain d'octobre, 2 jours après le coup d'État bolchevique d'octobre 1917, d'une censure qui frappe tous les domaines de la littérature et de la production écrite? Très certainement, ça n'a pas aidé, bien entendu, à la permanence d'une possibilité de création libre qui était celle de l'époque précédente. Est-ce que 1922 est une date, là aussi, un jalon important? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1922, un grand nombre d'intellectuels et d'écrivains étaient exilés de force de Russie et devaient donc quitter le lieu initial de leur création, mettant ainsi fin, bien entendu, à la possibilité de se réunir, qui était l'un des traits clés de la période qu'on appelle l'âge d'argent. Est-ce que 1925, pourquoi vous avez Yesenin à l'écran, c'est parce que 1925 est la date à laquelle Sergueï Yesenin, l'un des grands poètes là aussi du modernisme russe, qui est issu du symbolisme, mais qui va faire partie d'une tendance que l'on va appeler néo-paysanne, mais qui sera surtout une personnalité là aussi qui va cultiver énormément cette création de vie artistique, se suicide en 1925.
Et 1925 est aussi une date extrêmement importante puisque c'est la date à laquelle le parti, le comité central du Parti communiste, décrète que désormais toutes les organisations littéraires et artistiques ont le droit d'exister, mais sont considérées comme étant des compagnons de route de la Révolution, à part l'organisation des écrivains prolétariens. Et cette classification du champ littéraire, cette institutionnalisation progressive du champ littéraire qui manifeste dans la résolution du parti de 1925 est aussi l'un des traits qui va progressivement, sinon très nettement, mettre fin à une période de fluctuation, d'extrême liberté là aussi dans les associations et les réunions entre les écrivains et les courants qui avaient cours, pendant cette période qu'on appelle l'âge d'argent. Ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'en 1930 et le suicide de Mayakovsky, la mort de Mayakovsky, une mort qui va frapper à tel point ses contemporains qu'elle va sans doute, très certainement, signifier là, pour le coup, la véritable fin de l'âge d'argent, la véritable fin de cette période de foisonnement et d'innovation, et marquer le début d'une nouvelle période, le début d'un recentrement sur une méthode particulière, le réalisme socialiste, comme vous le savez déjà, et sur une stabilité littéraire et une stabilité du champ littéraire, là aussi pour reprendre un terme savant, qui se manifestera dans la création de l'Union des écrivains et l'impossibilité de créer un quelconque autre cercle que celui qui est officiel. Alors, donc, la révolution russe et le nouveau régime bolchevique ont eu un impact absolument évidemment immense sur la littérature du XXe, non seulement à cause de cette mainmise progressive du pouvoir sur la littérature, mais aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 17, et pour les raisons que je viens d'évoquer, la littérature va très très peu fréquemment, à quelques rares exceptions près, se penser hors du politique. Bien au contraire, à partir de 1917 environ, sans que cette coupure soit radicale, la littérature russe ne va plus se penser en dehors du politique, et on pourra parler éventuellement, c'est la question que je pose justement pour cette deuxième partie, de littérature forcément engagée. Alors, littérature engagée mériterait tout un cycle de conférences à part entière. Qu'est-ce que c'est que la littérature engagée en terrain russe? Pour une conférence au moins de 3 heures. Mais c'est une notion qui émerge, qui va forcément émerger à partir de cette période où le parti et la censure étatique ont mainmise sur le processus littéraire. Et la littérature engagée, ça va être une littérature qui à la fois va avoir particulièrement conscience de son statut dans le nouveau paradigme littéraire, et ça va être une littérature, des multiples littératures, pas forcément une littérature, d'où le pluriel des voix souterraines, qui va s'opposer d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, au processus officiel, au réalisme socialiste, à la méthode d'écriture officielle. Et là, nous allons brasser assez prestement, mais j'espère néanmoins clairement, les décennies qui nous séparent de la chute de l'Union soviétique, pour voir quels ont été les modes d'existence de la littérature officielle d'une part, et de la littérature non officielle, non conformiste, du courant souterrain, ce qu'on appelle de tous ces termes-là, et s'il n'y a pas, peut-être, entre les deux, sans doute d'ailleurs, une zone grise, alors non plus pour reprendre cette grisaille terrible et mesquine du démon de Fédor Sologub, mais une zone grise qui permettrait peut-être d'aborder le XXe siècle russe en des termes plus sereins que cela n'a pu être fait par les acteurs eux-mêmes du processus littéraire depuis environ les années 1950. Alors, on va voir donc comment la littérature russe résiste à l'inféodation du parti,
une inféodation imposée à la fin des années 20 et quels sont les modes de non-conformisme. On va voir quelle place occupe la littérature de l'émigration parmi les multiples scissions au sein du processus littéraire. On va voir où se situent les dissidents et les exilés dans le paysage littéraire soviétique. On va voir ce que sont les soixantards, hein, ces gens des années 60, plus euphonique en français, mais on traduit souvent les gestes du siècle par soixantards. Et puis on va finir sur cette partie sur un épisode marquant de 1979, celui de l'almanach Métropole. Alors, comment la littérature russe résiste-t-elle à l'inféodation au parti qui lui est imposée à partir des années 20 et quels sont les différents modes de non-conformisme en littérature? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier mode, c'est celui que l'on peut voir, entre autres, sous la plume de Mikhail Bulgakov, l'auteur, comme vous le savez, d'Un cœur de chien, des carnets d'un jeune médecin par lesquels il commence, du Maître et Marguerite, bien évidemment, mais aussi d'un certain nombre de pièces de théâtre, dont celle moins célèbre peut-être, parce que pas traduite à ma connaissance, je me trompe peut-être en français, qui s'appelle Ivan Vassilievitch, mais cette pièce de théâtre qui a donné lieu au scénario d'un film, lui célébrissime en Union soviétique, qui a été porté à l'écran par Gaïdar dans les années 1960, à la fin des années 1960, et qui s'appelle Ivan Vassilievitch change de profession. Dans cette pièce fantastique, un monsieur lambda, un superviseur d'immeuble attaché évidemment aux fonctions officielles que sont les siennes au sein du parti, qui s'appelle Ivan Vassilievitch, se retrouve propulsé dans l'époque d'Ivan le Terrible et prend la place du tsar, Ivan le Terrible, qui s'appelle aussi Ivan Vassilievitch, comme vous le savez, tandis que Ivan Vassilievitch, le tsar, le quatrième, se retrouve, lui, propulsé dans les années 60 soviétiques, et le chaos s'ensuit. Un chaos extrêmement drôle. Je vous conseille le visionnement de ce film, on le trouve avec des sous-titres sur YouTube. Mais un chaos qui, évidemment, est aussi extrêmement représentatif par son humour et par les jeux, hein, les scènes comiques, les scènes linguistiquement comiques, qui est celui de Bulgakov et d'un procédé que Bulgakov maîtrise à la perfection, qui s'appelle la langue d'Ésope. La langue d'Ésope, comme le fabuliste antique, qui est un procédé qui consiste, vous l'avez peut-être deviné, à dire les choses de manière détournée, à cacher les véritables intentions que sont celles de l'écrivain derrière des tournures de phrases qui ne permettent pas directement au censeur, plus ou moins intelligent, il faut l'avouer, dans la période soviétique, plutôt moins que plus, mais certains quand même, malheureusement, fins et perspicaces, qui permettent de cacher donc les intentions véritables des auteurs. Alors cette langue des auteurs, c'est un terme qui a été inventé par un très très grand satiriste de la fin du XIXe siècle, Mikhail Saltykov-Shchedrin, que je n'ai pas malheureusement en portrait à vous proposer, mais dont j'ai parlé la dernière fois, qui est l'auteur d'une saga, d'un roman sur messieurs les Golovlov, hein, la famille Golovlov, qui est absolument une peinture terrible de la province russe, d'une moralité atroce de cette famille. Ici, c'est pas très joyeux, mais je vous conseille vivement. Qui est un grand auteur satirique et qui, justement, alors que lui-même pratique cette langue d'Ésope, considérait que la langue d'Ésope, c'était en fait la manière peut-être la moins courageuse pour un écrivain de s'exprimer, puisque si vous voulez critiquer, soyez satirique, soyez satiriste, critiquez ouvertement. Mais encore heureux que tout le monde ne l'ait pas fait ouvertement, parce que déjà que la trajectoire de Bulgakov n'a pas été très heureuse. Heureusement qu'il a pu pratiquer avec virtuosité ces techniques d'écriture qui nous font toujours, bien sûr, sourire et qui engagent notre pensée bien entendu au Maître et Marguerite, par exemple. Alors, la langue d'Ésope est l'une des manières de procéder. Je vous donne l'exemple de Bulgakov, mais
évidemment, cet exemple s'applique à beaucoup d'autres auteurs. Mais vous avez d'autres modèles, d'autres moyens de procéder pour contrecarrer la littérature officielle, c'est la subversion. Alors la subversion, qui n'est pas loin de l'absurde, est un procédé, là aussi, si vous voulez, une technique, mais qui peut aller jusqu'à un mode de vie. Et la subversion, on la trouve, par exemple, sous la plume de Yuri Odesha, qui est un écrivain moins connu en France, mais qui est extrêmement intéressant et extrêmement important, qui fait partie, comme vous le voyez, à ces dates, là aussi, de cette génération qui est concomitante à la seconde génération des symbolistes, un peu plus jeune, et qui a connu la révolution en étant déjà majeur. Yuri Aleš, qui publie très peu de son vivant. Dans les années 20, il est l'auteur d'un roman pour enfants qui s'appelle Les Trois Gros, Little Stika, un roman pour enfants qui, en fait, ne paie pas de mine, puisque ces trois gros, ce sont les trois gros tripotants, je ne sais pas si c'est traduit en français, ça je crois que c'est traduit, mais qui sont en fait des dictateurs, des tyrans autoritaires ridicules d'un pays fantastique qui, bien sûr, souffre de la tyrannie et qui, au final, arrivera à s'en débarrasser. Vous voyez, la langue des autres est bien représentée, et sinon extrêmement explicite. Mais Yuri Aleš est aussi l'auteur en 1927 d'un roman qui s'appelle L'Envie. La jalousie, mais c'est l'envie. Et dans lequel il met en scène un personnage qui s'applique constamment à détourner les codes. Et à parodier les codes, à détourner les codes officiels, les codes convenus, les conventions, de manière générale. Alors c'est un roman qui est un peu compliqué, c'est un roman qui est écrit dans un langage qui n'est pas simple, parce que c'est un langage justement lui aussi travaillé comme par exemple celui de Platonov ou de Pignac, qui est travaillé pour exprimer justement cette nouvelle réalité, qui est la nouvelle réalité post-révolutionnaire, et qui est un langage qui déconstruit le réel, comme le langage de Platonov par exemple. Mais, contrairement à Platonov, qui ne rigole pas du tout, Aleš rit et met en scène des personnages qui parodient en riant, qui cassent avec les conventions en riant. Et il va mettre en scène un personnage, c'est la Floralion dans le roman, un personnage que l'un des théoriciens du postmodernisme russe, Mark Lipovetsky, qui est actif encore aujourd'hui, va inclure dans sa galerie des tricksters, c'est-à-dire en fait les personnages qui trompent, qui jouent, qui parodient, qui sont entièrement versés dans le jeu et le retournement, les tricksters, qui est un terme anglais évidemment, mais que l'on emploie pour les désigner. Et parmi ces personnages, vous avez Ostap Bender. Alors ici, c'est l'acteur Yevgeny Mironov, que vous connaissez peut-être, Mironov, puisqu'il s'agit d'un extrait de l'adaptation cinématographique d'un roman de 1927, là aussi, de deux auteurs dont vous avez les noms au tableau, qui s'appellent Ilya Ilf et Yevgeny Petrov, et deux auteurs qui écrivent en 1927, qui signent un roman humoristique qui s'appelle Les 12 chaises. Les 12 chaises, je vous en conseille très vivement la lecture, et elle est traduite brillamment en français, Les 12 chaises, mettent en scène un escroc, Ostap Bender. Comme il est à l'écran, ça se voit à son regard que c'est un escroc. Un escroc qui apprend qu'un monsieur qui travaille, qui détient un bureau funéraire, l'élite canadienne, a en sa possession, va hériter de sa tante 12 chaises, et dans l'une de ces chaises ont été cousus des bijoux de famille. Et l'idée, c'est que malheureusement, les 12 chaises ne viennent pas toutes ensemble, dans l'héritage, elles sont disséminées dans différents lieux de l'Union soviétique, à côté de Moscou. Et tout le roman, toutes ces 12 chaises, ce sera une course-poursuite pour pouvoir s'accaparer la chaise dans laquelle il y a les bijoux tant désirés.
Et ce personnage, qui est un anti-héros, mais qui immédiatement est extrêmement apprécié par les lecteurs, qui est toujours extrêmement apprécié par les lecteurs et par les spectateurs des films qui en ont été tirés, il y a une suite aussi de 12 chaises, c'est aussi un de ces personnages parodiques qui subvertissent précisément le canon officiel, la manière d'être officielle, le langage officiel. Il s'exprime par néologisme, par blague, en mêlant des niveaux de langage. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement recherché. Ce sont deux écrivains qui sont extrêmement virtuoses là aussi avec leur langue et qui, précisément, donc ce personnage va complètement à contre-courant de toute mainmise officielle que l'on pourrait imaginer sur un mode littéraire, sur une imposition à la réalité d'un modèle unique et d'un modèle stable que sera celui du réalisme socialiste. Alors, Ostap Bender est un personnage qui n'est pas réel, mais Daniel Rams, que vous voyez ici en photo, qui meurt dans des circonstances tragiques, il fait partie des poètes qui subissent les répressions staliniennes. C'était un véritable, alors non pas escroc dans la vie réelle, mais un poète absurdiste, membre de la compagnie des Oberjud, qui, à la fin des années 1920, ont décidé de pousser à bout, de pousser à la limite, à l'extrême, cette création de vie dont on a parlé tout à l'heure, mais qui l'ont abordée, qui l'ont aperçue, qui l'ont vue, qui l'ont perçue dans une perspective, là aussi, de retournement de la réalité, d'absurdité, de parodie du réel. Puisque la création de vie symboliste ne pouvait plus exister dans exactement, évidemment, le même format dans les années 20 après la Révolution que ça l'a été dans les années 1900 et 1910. Daniel Rams a été l'un des premiers poètes, sinon le premier, à réaliser des performances, c'est-à-dire des performances artistiques, en lisant ses poèmes d'une manière tout à fait expressive et pas du tout classique, justement, en écrivant des choses qui étaient tout à fait hors de propos de la ligne officielle, disons, de la littérature et même de la poésie classique, et qui n'avait cesse justement de jouer avec les conventions, alors que de jouer avec les conventions, excusez-moi, je finis ma phrase ici. L'une des autres caractéristiques de Daniel Rams, qui le rapproche de Yuri Olesha et qui rapproche ces deux personnages de tant d'autres écrivains de cette période, des années 20 et des années 30, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Olesha a publié un roman qui s'appelle Ces trois grands tripotants, ces trois gros messieurs, un roman pour enfants, L'envie, et quelques autres œuvres. Daniel Rams, lui, a publié de son vivant presque exclusivement des écrits pour enfants. La littérature pour enfants va devenir, à partir des années 20, l'un de ces îlots de relative liberté dans lesquels va pouvoir s'exprimer le talent des écrivains qui ne peuvent publier autrement leurs œuvres véritables, en quelque sorte. Et cet îlot de la littérature pour enfants va rester tel, va rester donc, cet îlot de liberté relative jusque dans les années 70. Jusque dans les années 70, les écrivains qui vont devoir écrire leur prose sérieuse, entre guillemets, pour eux, eh bien, vont pouvoir publier la prose pour enfants. Et c'est un troisième mode d'existence face au conformisme de la littérature officielle et du processus littéraire officiel, qui est celui d'écrire pour soi, de ne pas publier, d'écrire ce qu'on appelle en russe, qu'on dit en russe, d'écrire pour la table, pour son bureau. Alors, Yuri Olesha ainsi rédige pendant une dizaine d'années un journal intime, ou plus d'une dizaine d'années, un journal intime qui ne sera jamais publié de son vivant, qui sera en 1964 publié avec des grandes coupures par Alexandre Twardowski, le rédacteur en chef de la revue Novenir, mais qui sera publié définitivement sans coupure seulement à la fin des années 90. Et ce journal intime dans lequel justement Olesha, par exemple,
relate une réaction qui a été la sienne et celle de ses proches à la mort de Mayakovsky. C'est fait partie de l'un de ces types d'écriture, ce qu'on appelle les égo-documents, les écritures personnelles, qui ont fleuri dans les années 1920-1930 et les années suivantes, et qui n'ont jamais évidemment vu le jour, ont été publiés du vivant de leurs auteurs. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de journaux intimes et de correspondances qui n'ont pas été publiées, parce que je vais dire, si on écrit un journal intime, pas forcément pour la publication. Mais un très grand nombre d'œuvres n'ont jamais vu le jour du vivant de leurs auteurs, et ont circulé, et ce sera un quatrième mode, sous la forme de manuscrits recopiés. Alors, ce n'est pas encore le samizdat qui viendra plus tard, mais de manuscrits recopiés à la main, et surtout de lecture dans des cercles plus ou moins clandestins, d'amis proches et d'amis et d'auditeurs proches, ce qui sera le cas par exemple pour les cahiers de Voronezh de Osip Mandelstam. Et c'est l'épouse de Osip Mandelstam, Nadezhda Mandelstam, l'auteur de souvenirs célèbres sur son mari, qui a dit que les années 20 et les années 30 ont été une période que l'on pourrait qualifier de période pré-Gutenberg, dans la mesure où l'édition officielle existant d'une part, les œuvres soi-disant, pas soi-disant, mais les œuvres entre guillemets plutôt véritables, les vraies œuvres, les œuvres de valeur, elles n'ont pas pu être publiées et ont dû circuler justement sous un format qui n'était pas celui de l'imprimerie, mais qui était celui du manuscrit, ou encore pire, tout simplement lu à voix haute et ensuite noté par les auditeurs, ce qui, bien sûr, n'est pas très bon pour les chercheurs ensuite qui essaient de les reproduire, et c'est encore le cas pour certains poètes. Alors, la langue des hommes, la subversion, l'absurde, l'écriture pour soi et la diffusion clandestine seraient donc ces différents modes, ces différents moyens d'existence de la littérature non conformiste, de la littérature souterraine, alors que le parti fait mainmise sur la littérature. Alors, quelle a été la place occupée par l'émigration dans ces différentes scissions du processus littéraire? Eh bien, je reproduis ici la photographie que vous aviez en début de chapitre. C'est une photographie de Bounine qui est au centre, c'est lui juste derrière la bouteille de vin. À côté de lui, son épouse, Vera. Ils sont en immigration à Paris. Bounine recevra le prix Nobel de littérature au début des années 50, comme on sait. Et Bounine, avec Nabokov, Gaëto Kestanov, Marina Tsvetaeva et beaucoup d'autres, vont être les grandes figures de l'émigration russe, d'abord à Berlin, puis à Prague, puis à Paris, à partir de 1917. Et je vais aller très rapidement sur l'émigration, vont être les porteurs de manière extrêmement soutenue de l'idée que, eh bien, pour la plupart d'entre eux, c'est eux qui sont les réceptacles, enfin, qui sont les acteurs de la véritable littérature russe, celle qui n'existe plus dans la Russie soviétique, puisque dans la Russie soviétique, derrière le cordon, c'est plus de la littérature, puisque c'est une littérature qui se crée dans des conditions inhumaines, tandis que eux seraient les dépositaires, c'est le nom de chercher, les dépositaires de la littérature russe classique et véritable. Alors, évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, et ce que je viens de dire aussi, puisque c'est un survol extrêmement large, mais parmi les grands exilés et les grands émigrés, vous avez évidemment Vladimir Nabokov. Et Vladimir Nabokov, comme vous le savez très certainement, a de tout temps nié de manière très très véhémente toute interdépendance entre littérature et réel au sens large, réel sociopolitique, éthique et sociopolitique. La littérature pour Nabokov n'a de valeur qu'en tant qu'art. On le voit démontré de manière magistrale dans un roman comme Le Don, qui est le dernier roman de la période russe. Mais Nabokov qui affirme, à la suite justement du modernisme russe, dont il est évidemment issu, l'indépendance de l'art et de la littérature par rapport au réel, et se moque de la critique démocratique, justement, dans Le Don par exemple,
joue avec la langue, joue avec la littérature, joue avec l'art, que ce soit dans sa période russe ou américaine. Vladimir Nabokov est aussi l'auteur, en 1935, d'un roman qui s'appelle L'invitation au supplice. Je vous ai donné ici la couverture russe, Tukashenia Nakaz, et en bas la traduction, qui est l'une des œuvres les plus poignantes sur le totalitarisme, justement, sur la place de l'homme dans un État totalitaire. Bien sûr, la date est parlante, et c'est un roman écrit à peu près en parallèle avec le Don, qui, lui, ne traite pas du tout en apparence, mais c'est une apparence qui est pompeuse, de la situation réelle qui a lieu en Europe. Vladimir Nabokov, contrairement à ses déclarations parfois pour le bien du scandale, parce que c'était aussi une création de lui, connaissait très très bien la littérature soviétique et donc lui aussi croyait en la puissance de la littérature, une puissance certes entendue de manière très différente de celle du réalisme socialiste, bien entendu, ou même de la littérature classique du XIXe siècle. Alors, si Nabokov reste pendant tout le siècle en exil, en Russie, à partir de 1953, excusez-moi, à partir de la mort de Staline, le paysage change drastiquement, je dis bien drastiquement, et l'on assiste à une remise en cause très très nette et très rapide du réalisme socialiste, à l'émergence de la dissidence et à une reconfiguration du champ littéraire qui va nous mener jusqu'à aujourd'hui. Alors, dès 1953, ça c'est une couverture du mouvement de 62, mais dès 1953, la revue Novomir, Monde Nouveau, littéralement, qui est l'une des grosses revues qui existent encore aujourd'hui en Russie, publie un article qui s'appelle « De la sincérité en littérature ». Et cet article d'un journaliste qui s'appelle Igor Pomerantsev, cet article va marquer le début de la fin. Le début de la fin du réalisme socialiste, le début véritable du dégel dans la critique littéraire. La littérature, dit Pomerantsev, ne peut plus se permettre de se couvrir d'un vernis unificateur et stabilisateur qu'a été le réalisme socialiste. La littérature, après la guerre, après le totalitarisme, qui n'est pas nommé évidemment en toutes lettres pour l'instant, mais après la terreur et après les purges, ne peut plus se permettre de ne plus dire la vérité. Il faut un retour à la tradition humaniste de la littérature russe, dit Pomerantsev, une tradition humaniste qui commencerait par le retour à l'homme, par le retour à une peinture réaliste, réelle, de l'homme, notamment de l'homme soviétique. Et cette peinture réelle, bien sûr, va commencer très tôt, dès 1954. Il y a Ehrenburg qui publie Le Dégel, le roman qui va donner son nom à la période, une période qui sera coupée très court. Hein. Vous vous en souvenez, la dernière fois, je l'avais évoqué, dès 1958 et le scandale du prix Nobel de Pasternak, le Dégel vacille déjà dangereusement. L'homme sera mis en avant là aussi dans la prose des écrivains dits de la campagne, des écrivains ruralistes. Et Solzhenitsyn, dont nous avons parlé la dernière fois, dès 1958, publie un récit qui s'appelle La maison de Matryona, la maison de Matrona, dans lequel il met en avant justement ce personnage de paysanne russe, dépositaire selon lui, parce que aussi il y a tout un discours idéologique derrière, dépositaire selon lui de la véritable sagesse du peuple. Et puis bien sûr, Ivan Denisovitch en 1962, un récit publié dans la revue Novomir, qui fait scandale, puisque dans ce récit, Solzhenitsyn donne une voix, on donne la voix à un paysan, un simple soldat de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme vous le savez, après avoir été emprisonné par les Allemands, se retrouve au Goulag, et qui parle, qui s'exprime à travers la parole du narrateur dans ce procédé qu'on appelle le skaz, c'est-à-dire que le narrateur lui emprunte sa manière de parler, et qui s'exprime de manière qui n'est pas du tout classique, qui n'est pas du tout littéraire. Et le travail sur la langue que va faire Solzhenitsyn, puisque c'est un
un travail en réalité de stylisation de la langue paysanne, justement, de la langue crue, de la langue raboteuse, de la langue variée, évidemment, extrêmement originale et qui tranche avec la langue lisse du style réaliste socialiste. Solzhenitsyn va opérer une véritable révolution qui ne va pas d'ailleurs être du goût de tous les lecteurs. Et vous avez donc ces différentes choses qui se passent, vous avez ces différents... ah oui, je n'avais pas de photos, excusez-moi pour la suite. Vous avez tous ces phénomènes qui se produisent, et des phénomènes qui vont marquer les années 60 par l'émergence de nouveaux courants, après la prose ruraliste et la prose évidemment des camps, avec Solzhenitsyn puis Chalamov, je vais redire un mot, la prose des écrivains, la prose des lieutenants, comme on dit, la prose des écrivains qui ont fait la guerre et qui veulent dire la vérité sur les tranchées, la prose des tranchées, la prose des lieutenants, c'est le cas de Vassil Bykov, par exemple. Je vois qu'il me reste très peu de temps. C'est la prose de la jeunesse également, la prose des jeunes, comme celle de Vassili Aksionov, qui est très importante pour notre propos, puisque Vassili Aksionov va faire partie de cette nouvelle génération, une génération aussi représentée par des poètes comme Berla Akhmadulina, que vous connaissez peut-être, ou Yevgeny Yevtushenko, qui est venu en France d'ailleurs dans les années 70 et 80, et qui est décédé récemment, ou Andrei Voznesensky, qui sont tous des auteurs qui ont en commun d'avoir commencé à écrire dans les années 60. Vous voyez Akhmadulina, par exemple, son premier recueil publié en 62, d'avoir été extrêmement célèbres. Ces jeunes poètes, Akhmadulina, Voznesensky, Yevtushenko, rassemblaient des stades entiers remplis de gens lorsqu'ils récitaient leurs poèmes, jusqu'à 50 000 personnes étaient rassemblées devant eux, et qui ont eu en commun de vouloir d'être animés par une sorte de romantisme de la Révolution, après le 20e procès du Parti communiste de 1956, après la dénonciation relative par Khrouchtchev des crimes du stalinisme, d'avoir été animé par un romantisme de la Révolution, un romantisme de la jeunesse, et d'avoir voulu réformer le système par l'intérieur. Alors cette réforme du système par l'intérieur, qui a donné lieu à une poésie, à un renouveau poétique, à un renouveau lyrique extrêmement puissant, et qui a donné lieu aussi à un spectre, sur le spectre justement du non-conformisme, au phénomène de la dissidence, un phénomène qui se trouve, lui, quelque peu en marge de ces poètes et de ces proses de la jeunesse, qui a d'abord voulu changer le système par l'intérieur. Le procès de Andrei Siniavski, que vous voyez à l'écran, en 1966, qui va le conduire d'abord aux travaux forcés pendant 7 ans en camp, puis à l'exil définitif en France. Il mourra en 1996 et il va devenir professeur à la Sorbonne d'ailleurs. Andrei Siniavski, qui a écrit sous le pseudonyme d'Abraham Tertz un grand nombre de textes absolument extraordinaires, qui a marqué les débuts précisément de la dissidence russe, qui a été, selon le mot de Peter Weil, un dissident non pas au sens étroit de dissident politique, mais un dissident au sens universel du terme, si on peut dire, toujours seul, toujours contre. Et Siniavski, comme Daniel, le cinéaste qui a été jugé en même temps que lui, comme Joseph Brodsky, qui a été jugé pour parasitisme dans les années 60 et qui lui aussi a accompli quelques années de bagne, très profitable pour son œuvre, certes, qui se sont soldés là aussi par un exil forcé de son pays natal, ont été, si vous voulez, des représentants de courants non seulement non conformistes, mais violemment non conformistes et ouvertement non conformistes, qui ont opposé à la littérature officielle le refus de jouer d'après les règles de la littérature officielle, et les trajectoires de ces poètes et de ces écrivains se sont le plus souvent soldées par l'exil. À côté de ces deux manifestations, donc la poésie, la littérature officielle, donc le réalisme socialiste, ces jeunes gens qui veulent réformer le système de l'intérieur, mais qui en réalité marquent le début d'une nouvelle liberté, d'un vent de liberté, mais qui ne sont pas forcément toujours ouvertement subversifs,
qui pratiquent souvent justement d'ailleurs encore la langue d'Ésope et qui produisent une œuvre tout à fait de qualité. Les dissidents de l'autre côté qui font circuler le samizdat, c'est-à-dire l'édition autonome, les textes qui sont autrement interdits et qui ne sont pas publiés. Et puis enfin, une dernière tendance qui, elle, va se nourrir en souterrain à partir des années 60 d'idées non conformistes et qui va déboucher sur le postmodernisme que l'on connaît aujourd'hui. Ce sont les non-conformistes des années 60, comme je viens de vous le dire. Ça, c'est Brodsky, excusez-moi. Les non-conformistes des années... Ignorez. Excusez-moi. Les non-conformistes des années 60 qui... je regarde juste ce moment, voilà. Les non-conformistes des années 60 qui décident que les années 60 et les années 70 et 80, qui décident que eh bien, les alternatives qui se présentent à eux ne sont pas satisfaisantes. L'alternative de devenir écrivain officiel ou de devenir dissident, pour eux, c'est à peu près la même chose, puisque pour eux, eh bien, les uns comme les autres, finalement, usent plus ou moins des mêmes procédés, usent plus ou moins des mêmes matériaux, simplement en retournant les uns et les autres les arguments du côté où ça leur plaît. Et dans les années 70, et c'est justement le cas de cet almanach Métropole, qui rassemble d'ailleurs un certain nombre de représentants des 60 arts, des jeunes comme Aksionov par exemple, mais aussi des écrivains comme Andrei Bitov, l'un des premiers postmodernistes russes justement. Cet almanach est le symbole que quelque chose va véritablement changer en 79. C'est la volonté de la part de ces jeunes auteurs, et pas si jeunes que ça, de publier, parce qu'ils croient que le temps est venu, un recueil sans aucune censure. Ils écrivent tous des textes et les publient sans aucune censure. Évidemment, ça ne passe pas, le almanach est interdit, et cette expérience se soldera par des exils et des échecs criants. Et ce sont ces échecs justement et ces exils en 79 qui vont marquer la rupture tout à fait intéressante, tout à fait fondamentale entre un processus entamé dans les années 60 et un processus qui va fleurir dans les années 80, celui de conceptualisme, un processus de conceptualisme ou de postmodernisme également, que l'on va voir tout de suite en 15 minutes top chrono pour avoir le temps pour les questions. La littérature russe depuis 91, c'est une littérature sur laquelle on peut s'interroger. Vous allez voir qu'on ne va pas commencer directement en 91, mais un petit peu avant pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est une littérature sur laquelle on peut s'interroger. Est-ce que c'est une littérature post-quelque chose, post-soviétique, post-réaliste, post-conformiste, post-littérature tout simplement, comme dans le cas de Vézina Sorokin par exemple, ou est-ce que c'est un retour aux sources? Et la littérature russe, s'il y a eu un moment où elle s'est réinventée, c'est bien justement à cette période charnière de la fin des années 80, début des années 90 et jusqu'au début des années 2000 environ. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent pour cette partie parce que c'est évidemment une période extrêmement riche et c'est une période qui charrie des termes, des concepts un peu compliqués, mais sur lesquels je vais essayer d'être rapide et clair à la fois, de postmodernisme, de conceptualisme, de soz-art, etc., etc. Alors, les questions en réalité sont assez simples. La première, c'est pourquoi? Pourquoi la perestroïka, entamée en 1984, va entraîner une reconfiguration cruciale du champ littéraire soviétique? Et quelle reconfiguration? C'est ça la grosse question. De quel modernisme, le postmodernisme russe, va-t-il se vouloir être le continuateur? Quels sont les traits de l'autre littérature russe, celle dont en réalité on a déjà vu les germes dans les années 60 et 70? Qu'est-ce que la tchernoukha, un terme que vous avez peut-être déjà entendu et qui revient de temps en temps puisque les représentants et représentantes de ce courant
littéraires sont encore vivants. Évidemment. Pourquoi et comment et qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Dans les années 90, l'érudit Grigori Tchatchishvili s'est mis à écrire sous le pseudonyme de Boris Akoulin une série de romans détectives à succès que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être lus. Et est-ce qu'on peut dire que la période post-soviétique est achevée? Alors, pourquoi la perestroïka entraîne une reconfiguration cruciale du champ littéraire soviétique? C'est la plus grande et la plus importante des questions. La période de la perestroïka, c'est une période caractérisée par le concept de glasnost, celui que vous voyez écrit à l'écran, le choc de la glasnost. Glasnost, c'est un terme qui n'a pas été inventé par Gorbatchev, c'est un terme qui a été inventé sous Alexandre II au XIXe siècle et qui signifie la liberté de parole. Alors, fin des années 80, c'est pas encore la liberté totale de parole. Mais ce qui est tout à fait symptomatique, c'est qu'après la chute du régime le 25 décembre 1991, 2 jours après la chute du régime, toute censure est abolie. Comme pour faire un parallèle à ce qui s'est passé après 1917. En 1991, chute de l'Union soviétique, toute censure est abolie, liberté totale. Je viens de passer pas mal de temps à vous raconter comment, entre 1917 et la fin des années 70, l'écrivain russe ne créait pas vraiment dans des conditions de liberté. Alors vous imaginez bien que la liberté totale qui arrive en 1991 et préparée évidemment par les processus précédents de la perestroïka, je le dis tout de suite, va être un choc absolument total. Non seulement la littérature n'aura plus le même sens, mais l'écrivain lui-même n'aura plus du tout la même place, dans la configuration du champ littéraire, du champ culturel russe dans les années 90. Alors, à la perestroïka se passe, à la faveur de la glasnost, ce qu'on va appeler un boom éditorial. J'adore cette expression. Ce boom éditorial va être caractérisé par plusieurs aspects, notamment extrêmement matériels, très concrets. Les grosses revues, comme celle de Novomir, par exemple, à l'avant-garde aussi de la révolution littéraire, que vous avez vu tout à l'heure, vont tirer à des millions d'exemplaires. Ça va être absolument énorme. Tout le pays, à la fin des années 80, va se mettre à lire avidement ces grosses revues, va être abonné à ces grosses revues. Et cet âge d'or des grosses revues, qui est aussi d'ailleurs un peu une reprise de l'âge d'or des grosses revues du XIXe siècle, va se terminer assez brutalement dans les années 90. Aujourd'hui, par exemple, un écrivain à succès va d'abord être publié avant tout. Ce sera la marque de son succès sous forme de livre, et pas sous forme de revue, pas dans une revue. C'était exactement l'inverse dans les années 80. Donc, un intérêt massif pour la lecture. Quelle lecture? Qu'est-ce qui est publié? Eh bien, à la fin de la perestroïka, tout ce qui auparavant était interdit va être désormais libre d'accès, va être publié dans ces grosses revues. Et le lecteur soviétique, de la fin de l'Union soviétique, va lire simultanément Nabokov, qui revient, avec beaucoup d'autres écrivains d'immigration, va lire les écrivains soviétiques, de la période soviétique, interdits, comme Mandelstam par exemple, le poète Mandelstam que vous avez vu tout à l'heure, va lire la poésie de Tsvetaeva, va lire la poésie d'Akhmatova, va lire les romans de Yulia Liesh, dont on en a parlé, va découvrir tout un pan de littérature soviétique qui lui avait été jusqu'à présent interdit et inconnu, à moins d'avoir été inclus dans des cercles clandestins de circulation sous forme de samizdat, de textes interdits, comme par exemple l'un des textes les plus cruciaux de la période, Moscou sur Vodka, écrit au début des années 70 par Bénédicte Erofeev, que vous connaissez peut-être, mais qui a été publié qu'à la fin des années 80, en 89. Un texte postmoderniste, justement. Et tout va arriver en même temps. La littérature de l'immigration, la littérature interdite des années 20, des années 30, des années 50, des années 60, la littérature des non-conformistes récents. Bien entendu, avec la chute du régime en 91, la situation va encore évoluer puisque une tendance qui était déjà nette à la fin des années 80 va se confirmer encore plus, celle de l'arrivée sur le marché du livret, puisqu'on attend du marché de livres, de la littérature étrangère. Une littérature étrangère à la fois
de qualité, notamment une littérature étrangère traduit la critique littéraire, par exemple, qui va nourrir le débat intellectuel et le débat littéraire en Russie dans les années 90, mais aussi une littérature de masse. Et une littérature de masse à laquelle la littérature russe qui émerge de profondeur, qui émerge à la fin des années 80, qui a déjà émergé, va devoir faire concurrence. Et cette nouvelle configuration, ce nouveau paradigme va bien sûr mettre en péril, là aussi, la qualité centrale de la littérature russe qui doit faire concurrence à la littérature étrangère. Mais là, vous allez me dire, oui, mais mise en péril, pas tant que ça. Mais si, parce que la littérature va perdre quelque chose d'absolument crucial, de la charnière de 91, sa valeur éthique, sa valeur de discours éthique et de discours politique. La littérature russe, jusqu'à la fin de la perestroïka, était le terrain sur lequel s'exprimaient les idées politiques, les idées éthiques, les idées morales les plus brûlantes de l'actualité culturelle, évidemment, mais pas que, de la fin des années 80, de la fin de cette période. Puisque, au même moment où on redécouvrait les écrivains du passé, on redécouvrait aussi le passé. Et les grands débats sur l'histoire de la Russie, sur la révolution russe, sur la terreur dont on découvrait les détails, sur le léninisme, sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la Russie du XXe siècle, sur la Seconde Guerre mondiale, etc., eh bien, tout cela se transmettait, si vous voulez, dans le débat public via la littérature. Et la critique littéraire qui a pris le relais, là aussi, des écrivains à la fin de la perestroïka, s'est fait, là encore, le relais de ce discours politique et socio-éthique. Or, en 91, le régime tombe, le régime s'effondre. Et la littérature, presque du jour au lendemain, va cesser d'être un second pouvoir, pour reprendre le terme employé par Solzhenitsyn dans le pavillon du cancéreux. L'écrivain, du jour au lendemain, va cesser d'être ce prophète, ce martyr qu'il a été encore il y a un an ou deux, lorsqu'on découvrait le nombre véritable d'écrivains assassinés pendant les années 30 et les années 40. L'écrivain va perdre son rôle de porte-parole du peuple opprimé et offensé. Cette tradition qui avait été nourrie par Herzl au XIXe siècle, par Solzhenitsyn au XXe siècle. Et l'exemple du retour moins que triomphant de Solzhenitsyn en Russie dans les années 90 est justement l'exemple de la perte de prestige de l'écrivain et de la littérature, puisque son lectorat l'apprécie toujours autant, mais on apprécie l'écrivain Solzhenitsyn, le prophète Solzhenitsyn est rejeté aux oubliettes. Et le Solzhenitsyn de Comment devons-nous reconstruire la Russie et le Solzhenitsyn de ces émissions de radio qui n'ont que très très peu d'auditeurs et malheureusement pour Solzhenitsyn la marque d'un changement de paradigme extrêmement important. Alors, je vais finir sur quelque chose qui va me mener à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dès 90, Victor Yerofeyev publie, qui est un critique littéraire, toujours actif et vivant, publie en 91, publie en 90 d'abord un article critique sur la littérature du réalisme socialiste, la littérature soviétique. Il publie en 91 un recueil, une anthologie qui s'appelle La fleur du mal russe, qui a été traduit. Je conseille là aussi vivement la lecture, rassemble des gens très bien. Et en fait, il va saisir la tendance, la nouvelle tendance, de manière extrêmement subtile, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs le cas de ses écrits, mais là, le saisissement de la tendance est extrêmement subtil et fin. Dès 91, dès le moment où la littérature perd son prestige justement éthique et politique, il comprend que le débat doit désormais être porté sur le littéraire, sur la qualité esthétique. Et c'est lui d'ailleurs qui va justement remettre l'accent sur la continuité entre le modernisme, dont nous avons beaucoup parlé au début, et ce qui arrive dans les années 90, c'est-à-dire l'émergence d'une littérature qui doit avoir une valeur propre, une valeur esthétique propre avant d'avoir une valeur quelle qu'elle soit, politique, esthétique, sociale, etc. Et une littérature
littérature qui va être véritablement réaliste parce qu'elle sera témoin, elle sera le témoin d'une époque sans espoir, d'une époque qui ne va plus se voiler la face devant la réalité de la condition humaine. Et en cela, Viktor Yerofeev reprend ce que Chalamov, le très très grand écrivain de l'expérience concentrationnaire, l'auteur des récits de la Colima, dira en 1971 sur ma prose, sur mes écrits, que le lecteur russe ne peut plus accepter la littérature classique. La littérature classique, l'humanisme classique est décédé, mort. Il va pousser encore plus loin en fait, cette affirmation célèbre d'Adorno, peut-il y avoir de la poésie après Auschwitz? Pour Chalamov, après Auschwitz et après le Goulag, on ne peut plus écrire la littérature comme on pouvait l'écrire au XIXe siècle. La littérature doit devenir document, mais document personnel, document de témoignage personnel, document qui sera au plus près du réel, qui va pouvoir saisir au plus près du réel la subjectivité, le regard subjectif de l'auteur sur le monde, qui est une expérience absolument terrible, comme évidemment l'a été la sienne. Et dans les pleurs du mal russe, vous avez rassemblé, sous la plume, sous la coordination de Yerofeev, tout un groupe d'écrivains, dont Friedrich Lorenstein, donc que je n'ai pas en photo, mais dont je vous conseille également la lecture, Édouard Limonov, Sergei Dovlatov, également très très célèbre écrivain dans les années 90, qui meurt en 90, de Saint-Pétersbourg et d'exil, qui lui, par exemple, Sergei Dovlatov, reprend la tradition justement du trickster, c'est-à-dire de cette parodie. Et de la parodie de quoi? Eh bien de la parodie du bien pensé, de la bienséance, on va dire ça comme ça, de la bienséance du réalisme socialiste, de la bienséance de l'officialité, du soviétique, et déconstruire le monde soviétique par son langage. Cette déconstruction, cette déconstruction va être portée à son comble par deux écrivains postmodernistes qui, là encore, prolongent la tendance du modernisme russe que l'on trouve chez Harms, chez Nabokov, chez Kouzmine, etc., qui sont Vladimir Sorokin et, je reviens dessus, et Victor Pelevin, que vous connaissez là aussi peut-être, des écrivains qui vont verser par certains éléments dans le Sotsart, c'est-à-dire cette façon de reprendre les slogans officiels de l'Union soviétique et de les détourner, de les vider de leur contenu, comme dans Homo sapiens de Pelevin, ou bien carrément de pasticher au plus près, de parodier, de pasticher la littérature réaliste socialiste et partant toute la littérature classique jusqu'à la mener dans des retranchements crus et terribles pour lire beaucoup de ses lecteurs, Vladimir Sorokin. Alors en 1985, Sorokin signe un roman qui lui n'est pas trash, contrairement à ce qui va suivre, mais qui est très très intéressant, qui s'appelle La Queue. Je vous montre ici la couverture, et qui est en fait un modèle justement de postmodernisme précisément, puisqu'il est question ici, pour cet écrivain qui est issu du conceptualisme moscovite, de rejeter justement toute mimésis. Il n'est plus question pour la littérature de refléter un quelconque réel, il est question pour l'écrivain qui s'efface derrière le langage, c'est très très important, de reproduire la langue qui est celle qu'il voit, qui l'entoure, qu'il lit également, et la queue, c'est en fait la reproduction de répliques que l'on entend dans la queue, dans la file d'attente d'un magasin soviétique lambda, qui est une scène du quotidien tout à fait récurrente. Et je voulais vous montrer également la couverture anglo-saxonne de la traduction, qui reprend une des images célèbres du Sotsart, justement avec ce Lénine comme sorti du ciel face à ceux qui déambulent devant lui. Alors, je n'ai pas encore répondu à toutes les questions, mais je vais conclure pour vous laisser plutôt la place. Je voulais aussi vous montrer les Filmstein, mais il n'y a pas internet, donc c'est très bien. La littérature post-soviétique
C'est une littérature qui se caractérise précisément tout au long des années 90 d'abord par la volonté de déconstruire, par la volonté de déconstruction du réalisme socialiste, par la volonté de parodie et de déconstruction du réalisme socialiste. C'est pour ça que les deux grandes figures que je viens de nommer, Pélevin et Sorokin, sont celles qui émergent d'abord. Alors, c'est aussi une période pendant laquelle on voit apparaître dans le réalisme russe une remise en cause du réalisme gentil en quelque sorte, la tchernucha, c'est-à-dire, comme son nom l'indique en russe, en fait, la description terrible, horripilante, horrifiante de la vie quotidienne d'après des perspectives qui sont tout à fait tragiques. Et c'est le cas pour l'œuvre que vous connaissez peut-être aussi de Lyudmila Petrouchevskaya, qui est une écrivaine extrêmement prolifique et qui signe dans les années 80 un roman, 90, pardon, début des années 90, un roman La nuit est à nous, Vremya Noch, qui met en scène un monologue intérieur d'une femme qui entretient des rapports extrêmement malsains avec sa fille et son petit-fils, et qui, contrairement au lecteur, ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe, ne se rend pas du tout compte de la manière dont sa relation justement à son entourage est destructrice et qui est engoncée en quelque sorte, qui est enfermée dans cette vie, dans cette psychologie de la noirceur. Je trouve que c'est en fait le réalisme de la noirceur. Une autre autrice russe contemporaine a commencé là aussi comme auteur autrice de romans justement noirs, c'est Lyudmila Ulitskaya, que vous connaissez, je pense très certainement au nom de nom, avec Sonichka. Sonia, la Sonichka, c'est traduit en français, un roman qui, là aussi, décrit des relations entre femmes extrêmement tendues, assez malsaines, et qui verse justement dans cette sorte d'hyper-réalisme psychologisant. Et c'est bien cette tendance-là que va reprendre Ulitsk, y compris encore aujourd'hui, puisque bien sûr elle est toujours active et autrice de romans de qualité, de romans que l'on pourrait qualifier de romans russes. Les derniers romans de Ulitskaya, comme L'échelle de Jacob par exemple, semblent être tout à fait correspondants au modèle, au canevas du roman russe classique. Et la seule différence près que Ulitskaya cherche à élaborer la psychologie de ces personnages, mais à reproduire ces modèles psychologiques de la grande littérature classique, mais tout en utilisant également et parallèlement les procédés du modernisme. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique de la littérature russe contemporaine, qui est qu'un grand nombre d'écrivains qui se tournent de nouveau vers des formats beaucoup plus classiques, de prose psychologique. Je pense à Lyudmila Ulitskaya, je pense à Zakhar Prilepin, je pense à Andrei Gerasimov, je pense à Guzel Yakhina, par exemple, qui reproduisent les modèles du roman psychologique, qui mettent en scène des personnages, de vrais personnages, et qui d'ailleurs redonnent une qualité éthique à la littérature, mais qui usent également, à côté de cela, tout en même temps, de procédés modernistes. Et le mainstream qui est aujourd'hui visible dans la littérature russe, la littérature populaire, la littérature qui donne des recettes aux maisons d'édition, c'est une littérature qui est issue, là aussi, de cette expérience de Boris Akunin des années 90, qui s'est mis tout à coup à écrire des romans détectives, les aventures de Sandorin, qui ont été traduits d'ailleurs en français, qui sont une lecture très plaisante, et qui était une innovation tout à fait jamais vue pour un intellectuel de pratiquer un genre auparavant décrié, mais qui est tout à fait intéressant puisque ces aventures de Fandor mettent en scène un personnage absolument adorable, c'est une sorte de Sherlock Holmes russe, mais qui travaille, attention, pour le 3e département au 19e siècle, c'est-à-dire le département de police politique. Une tentative de la part d'Akunin dans les années 90 de montrer que la littérature peut-être peut encore se réconcilier avec le pouvoir, peut encore peut-être, non pas peut-être récupérer la place qui était la sienne auparavant, mais de construire avec le pouvoir un monde meilleur en quelque sorte. Des utopies qui ne vont pas être réalisées puisque depuis les années 2000 et l'ère Poutine,
nous sommes entrés dans quelque chose que les commentateurs et les théoriciens de la littérature préfèrent nommer la fin de la littérature post-soviétique et le début d'une nouvelle période, d'une nouvelle stabilisation, d'une nouvelle censure et peut-être d'une culture 2, c'est-à-dire d'une culture justement de la stabilisation après la culture 1 des années 90. Et dans cette période, dans cette nouvelle période, des personnalités comme celle de P. par exemple, émergent et crèvent l'écran, des personnalités qui semblent être à la frontière entre justement littérature, domaine de la littérature et domaine de l'engagement. Vous le savez sans doute, Pélépine a pris les armes lui-même dans le Donbass il y a quelques années, je crois qu'il en est parti, mais voilà. Et puis, alors, il a d'abord écrit un roman, Sanka, en 2006, qui présageait, qui préfigurait le comportement de ces révolutionnaires pro-russes du Donbass qui allaient prendre le pouvoir et mener la guerre d'indépendance, pour ensuite lui-même prendre les armes. Et cette oscillation entre réel et littérature, entre engagement et littérature, est évidemment extrêmement importante, d'autant plus qu'il n'est pas le seul à s'engager. Les écrivains s'engagent de nouveau. C'est le cas de Dmitri Bykov, par exemple, j'ai oublié de son nom, Bykov, qui a renoué avec la tradition du XIXe siècle, dont j'ai beaucoup parlé aux dernières conférences, celle du poète citoyen, en mettant à l'honneur le terme même de poète citoyen dans son émission de radio qui s'appelle comme ça, le poète citoyen, et qui à la fois pratique une activité littéraire et aussi participe aux différentes manifestations contre le pouvoir en place. Alors, je voulais juste finir en conclusion sur la place de l'écrivain, ce que je viens de dire, et finir par dire quelque chose qui me semble tout à fait digne d'intérêt. Pourquoi les écrivains russes écrivent-ils dernièrement leurs propres histoires de la littérature, ou leurs propres histoires? Akunin a sorti quelques tomes sur l'histoire de la Russie, l'histoire de l'État russe, c'est pris pour un nouveau Karadzine. D'ailleurs, Dmitri Bykov se prend pour un nouveau Merezhkovski, vous savez maintenant qui c'est. Mais surtout, les écrivains russes, ceux que j'ai cités et quelques autres, ont rédigé collectivement 2 volumes d'une histoire de la littérature russe qui s'appelle la Matrice littéraire au début des années 2000 et qui n'est pas du tout un phénomène unique et qui est tout à fait intéressant parce qu'il montre, à mon avis, comment dans un contexte, dans justement un paradigme d'éclatement de toutes les anciennes conventions et de toutes les anciennes règles et de modes de comportement et de modes d'existence de la littérature et du littéraire tout au long du XXe siècle, à partir du moment où tous ces modes d'existence ont éclaté et ont été vidés de leur contenu dans les années 90, les écrivains ont perdu leur place précisément, comme on l'a vu, mais leur place qu'ils ont perdue, ils cherchent justement à la réinvestir, mais non plus sur le même mode que ça a été par exemple dans les années 60 d'écrivains chez Sidiciac, d'écrivains 60art, ou dans les années 80 de conceptualisme moscovite, mais, ou évidemment de partir, surtout pas, mais de réinvestir la place de la littérature, de réinvestir leur place dans l'histoire de la littérature en soulignant la filiation de ce qu'ils produisent, de leurs propres œuvres, avec l'œuvre de leurs prédécesseurs, avec l'héritage dont ils sont les dépositaires, en essayant ainsi peut-être aussi de suivre la tendance sexuelle qui cherche à gommer les aspérités et à lisser les ruptures au profit précisément d'une narration fluide et linéaire de toute la littérature russe et de toute la culture russe depuis les origines jusqu'à nos jours.